à plus 2, la moyenne étant 0. Donc, en 2 ans à peu près, nous avons atteint cette moyenne, en 2 ans. Je pense quand même que c'est un effort, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est chaque Ivoirien qui doit contribuer effectivement à soutenir les actions que le gouvernement mène et le secteur privé entend jouer effectivement sa part de rôle, si on peut dire comme ça. Effectivement, je suis interpellé, indexé, parce que les attentes effectivement sont fortes et on est obligé d'en tenir compte. Et de s'en faire l'écho et le relais. Et la posture d'un secrétaire national de la gouvernance et au renforcement des capacités d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort quand même de 2 décennies de crise, n'est pas une posture facile. Parce que d'une part, il faut prendre en compte les attentes de l'opinion, comme ce que vous avez exprimé vraiment tout à l'heure. Et puis d'autre part, il faut tenir compte des contraintes et des desiderata vraiment de la décision publique. Donc, notamment vraiment de nos gouvernants qui sont soumis vraiment à forte pression. Alors, pour la première question qui a été posée par M. Tapé Mambo, c'était une information qu'il recherchait sur la place de la Côte d'Ivoire dans les classements internationaux. Grosso modo, ce que nous disons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indicateurs, Banque mondiale, Transparency International, on doit avoir vraiment 6 ou 7 plateformes sur lesquelles vraiment la Côte d'Ivoire est évaluée. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie globalement des 50 pays les plus corrompus du monde. C'est vrai que cela est en train d'évoluer parce que on a déjà des frémissements avec le dernier classement, la dernière évaluation vraiment du MCC. M. Bakary le disait tout à l'heure, nous sommes passés quasiment de moins 23. Je crois que nous sommes à 51 sur 100. Voilà, donc nous sommes passés vraiment au vert, ce qui n'était pas gagné. Même moi, l'année dernière, on avait eu des réunions interministérielles à Mangwa, se souvient, donc présidées par le Premier ministre. J'étais encore très très inquiet et très dubitatif après l'état vraiment du dispositif qu'on avait mis en place, après les débats âpres aussi vraiment qu'il y avait eu autour de la table du conseil, après les saucissonnages et les coups de canif qui avaient été donnés vraiment au dispositif. J'étais vraiment très inquiet. J'étais allé le dire au Premier ministre sur la probabilité pour que notre candidature soit accréditée par le MCC. Et effectivement, depuis une semaine, j'ai été très agréablement surpris et je crois que peut-être la campagne, choc et électrochoc, il faut peut-être laisser le temps même au MCC de digérer la campagne, quoi. Voilà. La comparaison, elle est relative et elle est évolutive. C'est-à-dire que si l'année prochaine, nous ne bougeons pas, c'est pour ça que nous organisons justement ce panel. Si nous ne bougeons pas, nous pourrons redescendre. Exactement. Bravo. Bravo. Ça veut dire qu'il faut continuer, effectivement. Donc, sur la place, la position de la Côte d'Ivoire, c'est globalement cela, mais les choses sont en train d'évoluer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le classement de Transparency International, le classement de 2012, parce qu'on attend là incessamment le classement de 2013, j'ai essayé de jouer des coudes et tout ça vraiment pour avoir des informations par avance, mais Madame Uimana qui dirige la direction Afrique Moyen-Orient n'a rien laissé transpirer. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas elle-même. Mais pour 2012, voilà, pour 2012, on avait quand même fait un bon qualitatif. 2011, on était à 154e sur environ 182 pays et on avait fait un bon qualitatif on avait gagné près de 24 places à 130e. Et moi, je m'en réjouissais, mais à Transparency, on me disait non, monsieur Meïté, ça c'est rien du tout, vous n'avez encore rien fait. Mais nous, on était contents quand même de commencer à descendre. Ils ont bien raison parce que certains pays, et là aussi pour répondre à votre question, les mieux classés en Afrique sont le Botswana, si je ne m'abuse, le Cap-Vert et le Rwanda. Je crois que le Botswana, oui, l'île Maurice aussi. Voilà, je crois que le Botswana, le premier pays africain, c'est le Botswana. Voilà, qui est autour de 34e, je crois. 33. Voilà, 33e. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible. Une fois, c'est un acteur politique majeur là, qui me voyait il y a quelques années, qui me disait parle-moi du Botswana.
Et puis effectivement, je n'avais aucune information sur le Botswana. Il me dit oui, mais c'est normal, tu ne sais rien sur le Botswana parce que c'est un pays où tout se passe bien. C'est un pays qui est bien gouverné, qui est rigoureusement tenu, dont les ressources publiques sont bien administrées, pour lequel il y a une bonne redistribution des ressources. C'est un pays quasiment sans crise, avec un consensus politique stable. Bon, voilà, ça veut dire que s'il y a le Botswana, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, d'autant plus, c'est tout à fait possible. Mais je note que dans ces classements-là, par exemple, un pays comme le Rwanda a fait un bond qualitatif, a gagné près de 70 places dans le classement de 2012. Et ils sont dans les 100 pays les moins corrompus. Je crois qu'ils étaient aux environs de 71e pays les moins corrompus. Mais je veux dire, j'avais été frappé vraiment par le bond qualitatif qu'ils avaient fait vraiment dans le classement. Et donc, pour vous donner ces informations-là, je pense que c'est tout à fait possible. Ensuite, la deuxième interpellation, je crois que c'était des propositions sur les déclarations, les audits, le web, et notamment sur la mise en place de l'observatoire. Et ça, vous avez parfaitement raison. Effectivement, cet observatoire, nous on y tient parce que ce sera un peu une instance à mi-chemin entre la décision publique d'une part et puis la répression. Donc entre le gouvernement et puis vraiment les instances de répression. Et effectivement, vous avez raison parce que je veux dire en backup, j'en parlais avec Monsieur Bamba, j'en parlais également avec mon ami Malin, la question de la réforme de la justice. Il faut que la réforme de la justice... Non, pour finir, je disais, parce que l'observatoire, je veux dire, c'est parce qu'on n'a pas encore véritablement des instances. Bien entendu, dans tous les pays démocratiques, il y a des observatoires aux fins d'information. Mais nous, au secrétariat, on conçoit l'observatoire comme... une instance qui va permettre de booster un peu plus, d'accélérer la décision publique et une instance qui va donner la possibilité, par exemple, d'assurer de la veille stratégique et une instance de recours aussi pour le public. Je pense que l'observatoire, ce sera d'ici la fin du premier trimestre 2014. On a une proposition qui est déjà formalisée, un observatoire dont le gouvernement va accompagner la création, mais qui sera remis entre les mains du secteur privé et de la société civile, et un observatoire pour lequel nous on espère que après le renforcement de capacité, mon ami Luc Grégoire est là tout le long de l'année 2014, on espère avoir une instance totalement autonome et opérationnelle d'ici la fin de l'année 2014. Nous travaillons chaque jour à proposer au gouvernement la nécessité vraiment de normer le fonctionnement de l'administration. Quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que M. Tapé, que l'économie fonctionne mal. Le secrétariat, par exemple, dans le cadre du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, justement pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, a proposé qu'il y ait, par exemple, la centralisation d'un guichet, ça existe dans d'autres pays, un guichet pour qu'on centralise la commande publique. Voilà, pour que tous les ministères d'abord ne passent pas commande, pour que les opérateurs n'aient pas affaire vraiment à tout le monde, pour qu'il y ait un guichet unique, une espèce de centrale d'achat, vraiment pour que la commande publique soit non seulement centralisée, mais pour que les achats faits par l'État vis-à-vis vraiment du privé soient tarifés et normés. Qu'un ordinateur au ministère de l'enseignement supérieur ne coûte pas 750 000, pendant qu'il coûte au ministère de la solidarité 1 500 000, mais que l'État norme ses tarifs et que les délais vraiment d'exécution vraiment de la dette intérieure soient connus de tous. Que tu sais que quand tu as passé commande publique et quand tu as rempli les conditions parce que tu as une PME ou une entreprise moyenne, ben tu sais qu'au bout de 90 jours, de 120 jours, l'État va te payer. Donc tu n'as plus besoin effectivement vraiment d'aller donner. Et tout cela est vraiment consigné dans le document cadre, le document de politique qu'on appelle le plan national. Nous nous battons tous les jours pour que vraiment ces textes-là passent. Et je peux vous assurer, ne dites pas comme M. Yapi que nous nous sommes arrêtés en chemin. Ah, voilà. Je rebondis sur sa dernière préoccupation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous ne nous sommes pas arrêtés en chemin. Cette campagne était prévue pour durer environ 3 mois. Et je crois qu'elle a fait environ 3 mois et demi, 4 mois. Nous avons essayé de tirer vraiment au maximum. Mais cette campagne, nous la concevons comme une première étape. Je crois que nos techniciens appelaient ça vraiment une campagne d'électrochoc. Cette campagne, je voudrais vraiment profiter ici pour remercier Guy Beng, Amangwa et Traoré Bakari dans le cadre du MCC. Je crois que c'est eux principalement vraiment qui nous ont aidés à passer le cap de la décision pour
que cette campagne-là ait lieu. Le secrétariat avait ce projet-là dans son tiroir, mais il a fallu effectivement leur lobbying pour que, et la pression du MCC, pour que vraiment cette campagne, en tout cas, puisse être déroulée. Mais ce que je voulais dire, c'est que la lutte contre la corruption ne s'accommode pas avec les incantations. Un pays comme le Rwanda est sorti de son traumatisme lié à ce que vous savez pour arriver à ces résultats-là. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'atavisme en cette matière-là. Ce que Transparency Justice fait par rapport à la lutte contre la corruption, je vous ai dit que vous ne pouvez pas être écouté si vous n'êtes pas crédible. Et la crédibilité s'accommode dans la probité morale et intellectuelle. Et donc, nous avons essayé de faire cela. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des actions permanentes à notre siège. Je veux dire que nous recevons tous ceux qui prétendent être victimes de corruption, d'abus et de violations de leurs droits, qui peuvent venir là poser ces problèmes. La plupart du temps, c'est des problèmes d'ignorance. Et donc, nous les orientons dans ce sens-là. Ou d'encadrement, nous les orientons. Nous avons eu même à un moment donné un financement pour accompagner les cas les plus graves de violation des droits en instance, au tribunal, à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Ce financement est épuisé, mais nous avons des actions permanentes qui se déroulent là. De façon épisodique, nous avons des financements de projets, parce que la difficulté, c'est que l'information judiciaire n'est pas mise à disposition du justiciable. Et donc, si l'information n'est pas mise, ce justiciable est fragilisé. Et vous allez aux alentours du tribunal d'Abidjan pour parler du tribunal d'Abidjan. En tout cas, avant, il y a 2 mois, vous allez aux alentours du tribunal d'Abidjan, certaines personnes sont happées par une cohorte de personnes qui sont là et qui n'ont pas à y être. Et franchement, heureusement que le gouvernement est en train de faire un effort, parce que quand c'est bon aussi, il faut le dire. Et depuis 2 mois, il y a une entreprise qui a été mise en place, une initiative qui a été mise en place. Et les abords du tribunal, non seulement ont été aseptisés, hein, mais les bâtiments même sont en train d'être rénovés. Cela est important, mais le plus important, c'est effectivement le comportement des animateurs et des acteurs. J'y arrive. Donc à ce niveau-là, nous avons, au niveau des Transparency Justice, instruit tous nos membres. Parce que la délivrance des actes de justice est la croix et la bannière. Voilà. Vous voulez partir au tribunal d'Abidjan, vous avez besoin d'un acte. Les actes purement administratifs, c'est la croix et la bannière. Je vous ai dit que c'est une affaire d'information. Donc on a mis l'information à disposition des justiciables par rapport à un certain nombre de brochures. On a aussi eu des financements pour former les justiciables sur la connaissance de leurs droits et devoirs. Vous avez là la compilation de tout cela. Nous avons aussi, voilà. Et puis, le plus important, comme je... Réalisation comme ça. Donc, le plus important, c'est comment le membre de Transparency Justice se comporte face au justiciable qui vient. Je vous donne un exemple très simple. Pour avoir une décision de justice dans les juridictions ivoiriennes, il faut au minimum, je dis bien au minimum, 3 mois. Là, je suis très gentil. Ça va sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des personnes qui ont des décisions de justice qui sont en souffrance depuis 5 ans. Alors, nous avons dit que, puisque nous sommes formés à l'outil informatique, il faut faire en sorte que la délivrance de ces décisions de justice soit accélérée. Donc, on a réussi, en notre sein, à faire délivrer les expéditions des décisions en 48 heures. Je parle sur le contrôle de tout le monde ici. Fatente Matin même avait fait une enquête là-dessus, un reportage assez net là-dessus. Mais bon, malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend du niveau où on se place, nous ne sommes pas des décideurs. Moi, je suis qu'un pauvre juge quelque part dans une forêt de magistrats. Je sais de mener ma barque. Et donc, si un jour, j'ai la responsabilité de diriger le tribunal d'Abidjan, ce qui est ma prétention, je voudrais mettre... Oui, voilà. Voilà. Je voudrais mettre, n'est-ce pas, ces dispositifs-là en vigueur pour que les justiciables n'aient pas le sentiment que le fait d'homme est nuisible à leur épanouissement. Voilà. Et donc, nous faisons en sorte de délivrer les décisions de justice en 48 heures. Et nous pensons que c'est possible avec un mécanisme bien huilé qui est mis en place. Aujourd'hui, on fait croire que les décisions de justice sont difficiles à régler. Je vous assure que le code dit, avant de rendre une décision de justice, et c'est ce que le tribunal de commerce le fait si bien, c'est pour cela que l'indice MCC a fait un bond. Voilà. Bon, enfin bon. Il y a eu beaucoup de facteurs. Voilà. C'était des facteurs
acteurs aussi. Et donc, la loi dit, avant de rendre une décision de justice, il faut la rédiger et la lire au tribunal. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, on ne lit pas, on ne rédige pas pour certains la décision de justice et on ne la lit pas. Et donc, le justiciable n'est pas en mesure d'apprécier les arguments qui ont présidé à la prise de cette décision-là. Et donc, faisons l'effort de respecter la loi et ce n'est aucune invention, c'est la loi qui le dit. À ce niveau, je pense que voilà les éléments concrets qui ont été donnés en faveur des justiciables qui permettent aujourd'hui de renouer la confiance entre la justiciable et la justice. D'accord. Ce que fait l'État, ce que compte faire l'État, l'ensemble justement des parties prenantes qui sont là, le PNUD, le secteur privé, des ONG comme vous. Bien, merci bien, j'emboîte le pas, monsieur Malan, pour dire qu'effectivement, comme vous venez juste de le dire, que l'État fait beaucoup d'efforts pour améliorer les performances ou le rendement du ministère de la Justice. Aussi, je voudrais attirer l'attention de toute l'assistance pour dire que les magistrats aujourd'hui, à partir des réformes entreprises par le ministère de la Justice, prêtent à lutter efficacement contre la corruption aujourd'hui qui nous intéresse. Je vous dis par exemple, ce n'est pas seulement la corruption, mais dans la conduite ou de l'administration même de la justice. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où vous avez dû le constater, aujourd'hui il ne s'agit plus d'un juge qui s'assoit et qui prend une décision. Maintenant, on a fini avec le système du juge unique. Nous sommes dans le système de la collégialité. Et la collégialité suppose, ou bien s'explique par le fait qu'il y a un magistrat et des conseillers ou des assesseurs qui l'accompagnent. Dans la délibération, au cours de la délibération, un seul juge ne décide pas. Il s'agit d'un collectif de juges ou d'assesseurs avec un magistrat professionnel qui prennent la décision. Donc, moi, ce que je voudrais souligner, c'est de faire confiance à nouveau à la justice de Côte d'Ivoire. Parce que des efforts ont été entrepris par le gouvernement, des moyens ont été mis à la disposition du ministère de la Justice. Les magistrats se doivent d'accomplir leurs tâches dans toute la dignité et tout l'honneur. Donc, cela dit, nous interpellons aujourd'hui, peut-être ce que vous ne savez pas, des sanctions sont prises à l'encontre même des magistrats qui ne font pas leur travail. Parce que ce sont des choses à l'intérieur, nous ne publions pas, c'est la discrétion. De sorte que tout magistrat qui commet une telle infraction, ou bien qui est corrompu, est sanctionné. Et il y a plusieurs procédures présentement en cours. Donc je peux vous assurer, de vous inviter à faire à nouveau confiance à la justice. Et la justice est prête aussi à assumer sa tâche avec honneur et puis dans toute la dignité possible. Merci, monsieur. Merci bien à vous. Alors, merci encore une fois. Nous allons passer la parole à Décora. Très bien. Donc, très rapidement, nous avons été interpellés, nous le sommes quasi quotidiennement, je dirais, par les différentes parties prenantes à l'action de développement. Nécessairement par l'État qui attend des soutiens plus diligents pour accompagner un certain nombre de réformes, par la société civile, le secteur privé, les médias. Ce que l'on sait, c'est que pour avoir conduit les enquêtes sur les perceptions et les attentes des populations à l'horizon post-2015, vous savez que pour régénérer les engagements des objectifs du millénaire pour le développement, nous avons eu des consultations internationales dans tous les pays et ouvertes à la société civile. L'une des premières sollicitations, première attente, c'est l'honnêteté et la responsabilité des gouvernements. Et la lutte contre la corruption fait partie de ces grandes priorités. Ça vient compléter, on a vu aujourd'hui Afrobaromètre sortir là aussi de nouveaux résultats. Donc pour compléter les appréciations sur les indices de gouvernance et de lutte contre la corruption. Nous souhaitons saluer, je dirais, l'engagement multipartite, parce qu'on voit bien que pour relever ces défis, c'est en associant cette responsabilité première des autorités et des institutions publiques, mais aussi de voir les entreprises, la société civile, les communautés organisées s'inscrire dans ces dynamiques. Ce qui est très important, c'est de faire en sorte que nous ayons une effectivité des
de la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions prises, légales, mais aussi institutionnelles, et on doit saluer le travail et les engagements qui ont été réitérés par le secrétariat national à la bonne gouvernance. Nous-mêmes, PNUD, nous accompagnons le programme national en faveur de la bonne gouvernance, les initiatives de lutte contre la corruption. Nous serons un des tout premiers partenaires de l'Observatoire, un observatoire autonome qui sera le reflet de toutes les parties prenantes à cette action. Nous avons accompagné ce type d'observatoire dans un certain nombre d'autres pays. Nous ferons en sorte aussi de consolider les actions en faveur de la réforme des administrations publiques. L'administration publique, nous accompagnons les processus de réforme de la gestion des finances publiques qui permettent d'avoir des cadres de dépenses à moyen terme alignés, des cadres de ressources à moyen terme, des instruments de suivi et évaluation de qualité. Et là, il y a des avancées aussi significatives qui sont observées. Les dispositifs de suivi, évaluation et de contrôle sont fondamentaux. Et là, nous accompagnons les systèmes d'audits sociaux, l'obligation réditionnelle aussi, c'est quelque chose qui est central. L'évaluation des politiques publiques, elle permet là aussi de faire des avancées significatives sur les résultats, sur ce qui peut être amélioré, sur l'efficacité de l'action de développement. Sur l'efficacité de l'action de développement, le PNUD, à travers l'OCDE, un engagement suivi de la déclaration de Paris, de Busan, etc., et d'Accra, nous sommes engagés sur la mesure de l'efficacité de l'aide. La Côte d'Ivoire va conduire pour la première fois sa revue sur l'efficacité de l'aide en Côte d'Ivoire. Et nous aurons chaque année un rapport sur la pertinence, l'allocation des ressources publiques, les financements extérieurs. Et juste rappeler que sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les Nations Unies dans leur ensemble vont renforcer une initiative conjointe, harmonisée. Et nous avons une fonction qui est aussi de renforcer la mobilisation des partenariats et concrètement de faire en sorte que des ressources prioritaires soient allouées à l'efficacité de la gouvernance. Beaucoup de partenaires au développement concours, actionnent un certain nombre d'instruments, etc. L'idée, c'est de fédérer, de rendre transparent et de mobiliser ces ressources. Il y a pas mal de promesses qui sont faites dans différents cadres. Et nous essayons, nous, de nous assurer que ces promesses soient effectivement concrétisées à travers des programmes, des initiatives et autres. Merci bien. Le secteur privé considère que dès lors que le gouvernement a mis en place une charte d'éthique pour ses membres, que c'est une volonté claire et affirmée de faire changer les comportements en Côte d'Ivoire. Et il appartient donc au secteur privé de faire en sorte que ses propres membres changent aussi de comportement. Sur ce terrain-là, il a été mis en place un code de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale, et donc le secteur privé fera en sorte que de plus en plus d'entreprises mettent en place des dispositifs de gouvernance, parce qu'on ne peut pas y échapper désormais. J'aimerais juste me référer au paragraphe 47 de Rio + 20, où les gouvernements se sont engagés à faire en sorte que les entreprises publient désormais des rapports sur leurs pratiques de responsabilité sociétale et consorts. Merci. Le secteur privé, je pense que ça prend la pierre un jour pour conclure en tant que partenaire privilégié du Global Compact Côte d'Ivoire. Je vous passe la parole. Donc merci beaucoup, et j'étais très heureux de participer à cette table ronde. J'ai beaucoup appris, et c'est vrai que c'est un peu le rôle, et je crois que c'est bien que ce soit le Global Compact Côte d'Ivoire, effectivement avec notre modeste aide et l'aide de l'AFD qui a pu organiser ça. Je crois que le rôle du Global Compact, c'est vraiment de proposer un lieu d'échange entre les divers partenaires, et je crois que ça a permis aussi de repréciser un peu le rôle de chacun. Donc là, on a évoqué le thème de la corruption, mais on pourrait évoquer les autres thèmes, et notamment le thème des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a eu les principes directeurs de l'ONU sur droits de l'homme et entreprises, et qui a reprécisé aussi le rôle des États qui était de
protéger les droits de l'homme et le rôle des entreprises qui était de respecter les droits de l'homme. Je crois qu'on est exactement dans le même contexte. Et donc, je voudrais juste me dire qu'effectivement, le Global Compact est un cadre simple d'engagement pour les entreprises. Et donc, je ne peux qu'encourager effectivement les entreprises qui sont présentes dans la salle et celles qui pourront avoir connaissance de cet événement de s'engager, parce que je crois que ça participe, ça peut permettre effectivement d'aller dans le sens que l'on souhaite, c'est-à-dire de construire un monde meilleur et effectivement aussi de développer l'économie. Et un dernier point, c'est qu'effectivement le Global Compact est une initiative de l'ONU et comme l'a redit Monsieur Grégoire, je pense qu'effectivement l'ONU attend aujourd'hui des entreprises qu'elles soient beaucoup plus proactives dans l'atteinte des objectifs et que notamment les objectifs du développement durable qui vont prendre le relais en 2015 des objectifs du millénaire attendent beaucoup des entreprises pour l'atteinte de ces objectifs qui touchent la société dans son ensemble. Merci bien. Avant de conclure, je voudrais lire avec votre permission une série de recommandations que nous avons identifiées. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des actions concrètes entre membres dans les mois à venir. Alors, d'abord, nous avons à susciter au niveau du secteur privé, de la société civile et de l'administration publique un intérêt grandissant pour les principes du Global Compact. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, réaffirmé par M. Mazo. Ensuite, au niveau de toutes les parties prenantes, il faudrait continuer de communiquer et de sensibiliser sur la lutte contre la corruption, afin de contribuer au changement des mentalités et des comportements de tous les acteurs, au sein de l'entreprise, au niveau des décideurs politiques, ainsi que dans la société civile. Troisième recommandation, poursuivre les réformes et s'assurer de leur effectivité et de leur application. Donner des exemples pour garantir la responsabilisation. Tout à l'heure, quelqu'un parlait je crois que c'est Ouman qui parlait qu'il faut sévir, entre guillemets. Ça peut donner des exemples. Quatrièmement, que le secteur privé joue sa partition. Je crois que ça, c'était le credo de Dr Bakary Traoré dans la problématique de la lutte contre la corruption et plus généralement au niveau du code de déontologie ou d'éthique en matière de gouvernance économique. Cinquièmement, diffuser les valeurs de